Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette table ronde sur un thème qui prend chaque jour, chaque minute même, un peu plus d'importance. C'est celui de la cybersécurité. En clair, la sécurité des systèmes informatiques, qu'ils soient ceux des particuliers, des institutions publiques ou des entreprises. Nous avons tous entendu parler ces derniers mois des attaques informatiques subies, notamment celles il y a un an par la ville de Marseille, celles qui ont paralysé aussi plusieurs établissements hospitaliers ces derniers mois, et en remontant plus loin, celles qui ont affecté la campagne présidentielle américaine en 2016 et même en 2020. On entend en revanche beaucoup moins souvent parler des attaques ciblant les entreprises de toute taille, qui ne sont pourtant pas à l'abri de ces attaques. Et c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Pour l'introduire et pour répondre à toutes vos questions, nous avons autour de la table l'adjudant-chef Patrick Quillet de la section de recherche de Marseille, de la gendarmerie, le capitaine Dominique Péninon, qui est également gendarme et chef de la cellule coordination de cybermenaces de la région sud de la gendarmerie, Sud-PACA. Nous avons également M. Moïse Moyal, qui est délégué régional Sud-PACA de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est le bras armé de l'État pour ces questions-là. Et nous avons également Élie de Travieso, qui est président du Club de la sécurité des systèmes d'information régional, le CLUSIR, qui défend les chefs d'entreprise face à ces menaces de cybersécurité. Pour introduire ce sujet, je vais passer la parole à l'organisateur de cette table ronde, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin. C'est à vous. Bien, bonjour Hervé, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. D'abord, je salue nos intervenants qui sont les principaux acteurs de l'écosystème local, de la cybersécurité, et surtout, je les remercie d'avoir accepté notre invitation pour nous accompagner nos entreprises, peut-être à travers quelques exemples concrets qui sont arrivés à certains d'entre nous, mais aussi à travers tous les bons conseils pour éviter que nous ayons des difficultés. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux ce matin à vous être inscrits à cette conférence. J'en suis ravi. Je vous en remercie, bien sûr. Ce succès n'est pas surprenant, car la thématique de cette table ronde, la cybersécurité, est un sujet crucial pour nos entreprises. C'est un sujet central pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. On n'en a pas souvent d'ailleurs conscience, mais la cybersécurité peut paralyser tout type d'entreprise, quelle que soit son activité, sa taille ou autre. Mais je crois que vous donnerez quelques exemples. Pas seulement les grandes entreprises sont concernées. Voilà ce que je veux dire quand je dis ça. Et je sais de quoi je parle, puisque moi-même, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'être victime de ces sujets. Alors, nous sommes tous concernés, bien sûr. Les cyberattaques engendrent des nuisances et des conséquences économiques considérables pour les entreprises d'une manière générale, qui en sont les victimes. Elles impactent durablement et durement, voire même peuvent paralyser notre activité pour les entreprises donc, qui sont piratées, qui sont victimes. Et ça génère des dommages, des pertes de compétitivité et des coûts financiers qui peuvent être très importants, qui voire même peuvent être fatals aux entreprises, qui peuvent même entraîner la disparition d'une entreprise. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors, bien souvent, les entrepreneurs, les collaborateurs sont en manque d'informations. On a besoin de vous pour nous donner des informations sur cette menace. Et ils perçoivent mal les risques. C'est vrai qu'on a toujours l'impression d'être bien protégé. On a toujours l'impression qu'on a affaire à un prestataire qui nous accompagne ou une équipe informatique qui nous accompagne, qui a fait des choses. La difficulté, c'est que finalement, la cybercriminalité, les cybercriminels sont peut-être encore plus rapides, plus fins, plus changeants que nos propres équipes que l'on forme en permanence. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à cette impression naturelle que l'on a, parce qu'on met des moyens, parce qu'on paie des choses, d'être protégé. Donc la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence est naturellement légitime pour parler de ce sujet. Elle est d'abord pleinement dans son rôle d'accompagnement des 134 000 entreprises du territoire métropolitain, en organisant ce webinaire avec ses partenaires, avec l'AMSI, avec la gendarmerie, avec le CLUSIR. Je vous remercie à nouveau, messieurs. Vous êtes un peu les spécialistes, vous êtes ceux qui devaient ouvrir nos consciences, nous faire prendre
conscience des difficultés, et vous êtes aussi, on va le voir tout à l'heure, ceux qui nous aident quand on a des difficultés. On peut aussi compter sur vous. Voilà, avec la généralisation du télétravail, il y a cette pandémie, avec la professionnalisation aussi de la cybercriminalité, je l'évoquais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un jeu de courte échelle. En permanence, on va plus loin. Je veux dire, en permanence, on cherche à dépasser le système. En permanence, ceux qui sont du bon côté inventent la protection et ceux qui sont du mauvais inventent une nouvelle attaque, une nouvelle façon de déjouer. Voilà. Tous ces sujets ne font qu'augmenter les risques, et la pandémie en particulier, avec le télétravail qui est rendu obligatoire, a multiplié pour un grand nombre d'entreprises les possibilités qui sont offertes aux cybercriminels de faire des cyberattaques sur nos systèmes. Voilà, donc nous voulons donc être les partenaires ici présents pour informer sur la façon de réagir en cas de cyberattaque, mais surtout pour vous inciter, vous, chefs d'entreprise, vous, entrepreneurs, vous, collaborateurs de nos entreprises, à mettre en place des mesures de prévention nécessaires pour préserver la sécurité de vos systèmes d'information, en adoptant les bonnes pratiques, bien sûr, tant sur le plan technique que sur le plan humain, et peut-être même en prévoyant d'ores et déjà des plans B, parce qu'apparemment, il paraîtrait qu'il n'y ait pas de système 100% infaillible à ce jour, ou en tout cas, oui, aujourd'hui, mais peut-être pas demain ou après-demain. Voilà, donc c'est un peu quelque part une prise de conscience, un accompagnement, mais aussi une mise en place, je dirais, d'une philosophie qui permette de combattre le virus. Je parle de virus, et vous allez voir pourquoi. Je crois, quelque part, que autant on doit respecter des mesures de prévention importantes, comme on le fait pour le Covid-19 avec les gestes barrières, on doit, là, pour la cybercriminalité, mettre en place des gestes barrières contre les virus informatiques, contre les attaques informatiques de toutes sortes. Je ne sais plus qui disait que le mal du 21e, ça serait les virus, mais pas forcément les virus seulement sanitaires, mais aussi les virus informatiques qui peuvent corrompre, bloquer, interrompre totalement le fonctionnement de nos sociétés ou de certaines sociétés. Voilà. Donc moi, juste pour conclure, pour ne pas être plus long, les entreprises ne doivent pas attendre d'être victimes d'une cyberattaque pour se préoccuper du sujet. C'est ce que vous allez nous expliquer, messieurs, aujourd'hui, et je vous en remercie. Elles doivent être actives, je dirais même proactives, être en mode alerte maximale et mettre en place les mesures de protection pour gagner cette guerre contre la cybercriminalité. Oui, c'est une cybercriminalité, on parlera tout à l'heure des exemples, mais tout le monde a entendu parler, et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, de rançonnage, de ransomware, vous nous donnerez en tant qu'experts toutes les bonnes consignes à prendre là-dessus, mais par définition, chaque fois que l'on acceptera quelque chose, on donnera envie à d'autres de continuer. Il faut absolument que nous ayons conscience de cet aspect, et je crois que de ce point de vue-là, nous devons être exemplaires et éviter de rentrer dans ce jeu. C'est la seule solution pour arriver à éradiquer cette course en avant, me semble-t-il. Mais messieurs, je vous laisserai le dire, vous êtes plus calés que moi pour cette bande. En tout cas, encore une fois, merci. Merci à vous tous de vous être connectés. Merci à nos intervenants de donner toutes ces infos. Il y aura des opérations de suivi parce que la cybercriminalité évolue. On s'était déjà vu il y a un an, vous nous le rappeliez avec la Chambre, on avait fait quelque chose il y a un an. Ou un peu plus d'un an, parce que la pandémie nous empêchait peut-être d'aller plus vite. C'est une nouvelle forme de pandémie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous, et puis à tout de suite pour nos débats. Merci Hervé. Merci Monsieur Chauvin. Pour débuter, on va essayer de préciser un peu le cadre de cette table ronde. Moïse Moyal, vous êtes le délégué à la sécurité numérique de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également pour la Corse. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau à gros traits des atteintes possibles des systèmes d'information et des outils numériques que possèdent des entreprises? Quels sont les risques qu'ils prennent en possédant ce type de matériel? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui, avec une intervention d'aujourd'hui. Donc je voudrais préciser tout ce qui est menace en termes de cybersécurité.
Donc la menace aujourd'hui, on parle beaucoup de cybercriminels, de cybercriminalité. Préalablement à ça, je voudrais vous expliciter la menace telle que la voit l'ANSSI tous les jours. On a tout d'abord des menaces de type espionnage. L'espionnage, c'est quelque chose, par définition, ça ne se voit pas. Lorsqu'on espionne les entreprises, on ne va pas le montrer. On ne le sait pas dans la presse, mais ce sont des menaces qu'on voit régulièrement et qui préoccupent énormément l'ANSSI depuis sa création. L'ANSSI a été créée il y a 12 ans et a été créée principalement par rapport à ce type de menaces étatiques, qui peuvent porter atteinte à la sécurité économique d'une entreprise, voire d'une nation. Le deuxième type de menace, c'est le sabotage. Alors là, par contre, ça se voit. Le sabotage, ça se remarque. Et on peut saboter, on peut polluer des eaux. Voilà, ça s'est fait au Texas il n'y a pas longtemps. On peut polluer, on peut saboter un hôpital pour empêcher le fonctionnement d'un hôpital. Donc du sabotage, ça peut vraiment porter atteinte au fonctionnement d'un État, d'une entreprise. Et c'est une menace qui est non négligeable et très importante également. Et puis le troisième type de menace dont on parle beaucoup, et aujourd'hui vous avez en fait la presse, non pas la presse spécialisée, mais la presse régionale, la presse nationale, qui se fait l'écho de ces menaces de type cybercriminel. Pourquoi? Parce qu'elles touchent, comme l'a dit M. Chauvin, à la fois tous les secteurs d'activité. Alors là, vous les avez toutes, de la presse, on a parlé des hôpitaux, les secteurs marchands, les collectivités territoriales, vous les avez toutes. Voilà, c'est simple. Hein. Que ce soit à la fois secteur, en termes de taille d'entreprise, donc la petite PME jusqu'à la multinationale est touchée par la cybercriminalité, et aussi tous les territoires. Donc là, voilà, c'est extrêmement facile à dresser en termes de panorama concernant la cybercriminalité. Et la cybercriminalité, c'est quoi? On parlait il y a quelques années d'attaques de fraude au président. Donc là, c'était des attaques par ingénierie sociale. On vous appelait, on vous demandait un RIB. Et puis, vous envoyiez de l'argent vers un compte qui allait ensuite à l'autre bout du monde. Généralement, le vendredi après-midi, c'était très difficile de récupérer son argent. Ces attaques existent toujours, mais à ces attaques par fraude au président, par fauseur de virement, c'est substitué un autre type d'attaque qu'on appelle les attaques par rançongiciel. Alors, derrière ce mot, ça veut tout simplement dire chantage à vos données, à l'accès à vos systèmes d'information. Donc c'est du chantage. On veut vous nuire juste pour vous estorquer, en fait. C'est vraiment le but. C'est des mafias qui, aujourd'hui, ont trouvé des relais par rapport à d'autres criminalités qui sont extrêmement rentables, tout simplement parce qu'elles s'effectuent à l'autre bout du monde, dans des pays qui ne sont pas forcément... il n'y a pas forcément des états de droit, c'est pas forcément des états de droit. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez d'une part des risques informatiques, des risques informatiques qui augmentent tout simplement parce que vous avez une croissance des usages numériques. On en a parlé donc avec le télétravail, mais également avec la numérisation des entreprises. Donc vous avez une croissance des usages numériques et en même temps, vous avez, parallèlement à cette croissance des usages numériques, une croissance des vulnérabilités de vos systèmes d'information, ce qui fait que ces cybercriminels ont trouvé donc une manière d'attaquer vos systèmes d'information par les rançongiciels. Ces rançongiciels, ils vont rentrer dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre, et ensuite vous bloquez, donc, comme je l'ai dit, l'accès à vos systèmes d'information pour vous demander une rançon qui est en fait à payer au bout d'un certain temps, sinon vous ne récupérez pas vos données. Alors vous allez me dire, pourquoi une petite PME dans une région qui n'est pas forcément sensible, qui n'a pas forcément d'informations stratégiques à protéger, va être attaquée? Pourquoi moi, en fait? La question, c'est vraiment pourquoi moi? Eh bien, pourquoi moi? Tout simplement parce que le hacker, il ne vous vise pas spécialement. La méthode d'attaque par rançongiciel, une des méthodes d'attaque, on peut en parler d'autres, mais c'est d'envoyer le virus de manière aléatoire. En fait il scanne un certain nombre d'adresses, ce qu'on appelle les adresses IP, et ça va tomber chez vous. Si vous êtes mal protégé, si le firewall a laissé passer le malware, ou si donc d'une manière ou d'une autre il a réussi à passer, vous allez être victime d'une rançongiciel. Une autre manière de rentrer, c'est bien sûr par le phishing. Il suffit qu'un de vos collaborateurs ait cliqué sur une pièce jointe verrouillée, puis vous allez faire rentrer un malware dans l'entreprise. Donc votre entreprise n'est pas protégée. Il ne faut pas se dire qu'on est protégé. Et on n'est jamais protégé à 100%, mais on peut toujours augmenter son niveau de protection effectivement par rapport à la sophistication des attaques qui sont effectivement de plus en plus complexes et où
vous avez tout on va dire, un crime organisé aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer derrière une attaque par rançongiciel le cybercriminel qui va vous escroquer tout seul dans son coin. Ce sont des attaques, des mafias qui sont organisées, où par rapport à un scénario d'attaque, vous avez toutes les étapes d'une attaque qui sont faites, qui seront faites par des cellules différentes. Depuis celui qui va faire une reconnaissance vers des cibles potentielles, jusqu'à celui qui va construire, bien sûr, industrialiser le rançongiciel, et celui ensuite qui va l'exploiter. Donc il faut voir derrière tout un ensemble de cellules organisées qui communiquent beaucoup, qui sont avec des échanges commerciaux entre elles, qui sont généralement payés en bitcoin. Ce qui fait, voilà, on a aujourd'hui une situation qui est, donc si je répète ce que dit notre directeur général, qui est extrêmement préoccupante sur ce sujet et qui a cru entre 2019 et 2020 de manière exponentielle. Alors on va donner un chiffre. Alors au niveau de la cybercriminalité, on ne donne pas beaucoup de chiffres. Au niveau de l'ANSSI, on vous donne un chiffre. L'ANSSI recueille des signalements de très grandes entreprises. Entre 2019 et 2020, le nombre de signalements a été multiplié par 4. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Et en 2021, ça ne s'arrête pas, puisqu'on a tous les jours des signalements. Actuellement, on a 40 opérations de cyberdéfense qui sont en cours. C'est-à-dire que vous avez 40 victimes, aujourd'hui, des victimes importantes, puisque l'ANSSI reçoit des signalements d'entreprises importantes, pour lesquelles on a des opérations de cyberdéfense. C'est-à-dire on aide des victimes, chaque semaine, on en a 40 en cours. Voilà en ce qui concerne le panorama des menaces, de manière extrêmement synthétique par rapport à votre question. Justement, on va essayer d'être un petit peu plus concret. Je l'ai rappelé dans mon propos introductif, les entreprises parlent assez peu de ces questions-là. Bon, on peut le comprendre, c'est jamais très agréable de communiquer sur ces vulnérabilités. C'est plus facile de le faire quand on est une institution publique. Ça ne veut pas dire pour autant que les entreprises ne sont pas attaquées. On l'a assez largement rappelé. Je m'adresse à l'adjudant-chef qui est, vous qui êtes en charge de recueillir les plaintes des entreprises attaquées et de conduire ensuite les enquêtes. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire très concrète, je veux dire, d'une entreprise qui se serait faite attaquer, de comment ça s'est passé pour elle, combien elle a dû payer, comment elle s'en est sortie, quel temps elle a mis et quel impact ça a eu sur son business? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, actuellement avec la pandémie, on a une explosion des attaques par ransomware ou rançongiciel. Et dernièrement, ce qui est assez représentatif, on a une société qui est spécialisée dans le domaine médical et la maintenance de divers matériels, qui a été victime d'une attaque. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Ils avaient prévu des systèmes de sauvegarde, sauf que c'est une entreprise, ils sont 12, c'est une entreprise à caractère familial, donc c'est le fils qui est chargé plus ou moins de la sécurité informatique, mais ce qui est dédié à la sauvegarde, c'est simplement des disques externes qui sont branchés sur le système et qu'il aurait fallu débrancher. Et bien sûr, ça se fait quand ils y pensent. Donc l'attaque s'est faite le vendredi soir. Ils se sont rendus compte lundi matin et que leur système était totalement inaccessible. Donc ils ont appelé leur prestataire informatique qui avait préconisé peu de temps auparavant un système de sauvegarde dans le cloud et d'automatiser la fonction de sauvegarde, ce qui n'avait pas été fait pour des raisons, on va dire, budgétaires et aussi parce que jusqu'à présent, ils ne pensaient pas effectivement qu'une entreprise de cette taille soit possible victime d'attaque. Donc, ils avaient tout perdu, puisque la sauvegarde a été connectée et donc elle avait été également chiffrée. Et par contre, le patron de la boîte était, dès le départ, il avait dit de toute façon qu'il ne payerait pas. Donc, de ce côté-là, on était, on va dire, quelqu'un qui était volontaire pour ne pas subir malgré tout ce genre d'attaque. Donc il a déposé plainte. Donc ce qui est aussi également, comme on dit, c'est pas forcément systématique, puisque beaucoup de sociétés en sont victimes et ne le signalent pas et ne déposent pas plainte. Parce que des fois on a des signalements, mais en fait on s'aperçoit que les gens ne viennent jamais déposer plainte. Donc
donc là, il est venu déposer plainte. On lui a demandé d'identifier le matériel qui avait été infecté, de nous fournir tous les documents et les matériels qui étaient susceptibles de nous aider dans nos investigations. Donc, dans ce type d'attaque, ce qu'on essaye déjà dans un premier temps, c'est déjà c'est bon de limiter. Bon là, le prestataire informatique était intervenu avant nous, donc il avait déjà mis de côté le matériel qui était susceptible d'avoir été attaqué. Donc ce qu'on a fait, on a identifié la souche, le type de ransomware, puisque en fait, en France actuellement, il y a à peu près une petite centaine de familles de virus de type rançongiciel qui circulent, certains plus ou moins, puisqu'au fur et à mesure, malgré tout, il y a les éditeurs de logiciels antivirus sortent des correctifs, et donc il y a des familles de malware qui sont plus d'actualité actuellement. Donc le patron de la boîte est venu déposer plainte. On a pris sa plainte, on a identifié la souche, qu'on a fait remonter dans nos bases, puisqu'on est... en fait, pour ce type d'attaque, il y a, depuis 2-3 ans, ça a été centralisé au niveau parquet. Il y a un parquet, le parquet de Paris, qui a une section qui est dédiée aux attaques de systèmes de traitement automatisé de données, et particulièrement les ransomware. Donc le parquet de Marseille s'est dessaisi au profit du parquet de Paris. Et le parquet de Paris, l'avantage, c'est qu'ils sont dédiés à ce type d'attaque, et donc ils ont les connaissances et les réflexes pour répondre à ce type d'attaque par rançongiciel. Donc, et notamment, en fait, il faut savoir que pour les rançongiciels, donc je vous dis, il y a une petite centaine de familles, et une fois que ce rançongiciel est identifié, il est attribué à un service d'enquête spécialisé. Donc les services d'enquête spécialisés, en fait, il y en a à peu près en gendarmerie, il y en a un par région, on va dire, un ou deux par région. Et après, sur Paris, il y a un office qui est dédié aux technologies de l'information et de la communication. Donc, en fonction de la famille identifiée, ça va être confié à un service vraiment qui est dédié qu'à ce type de problème. Donc, pour en venir à la société marseillaise, donc, son assurance, c'est là on lui a posé la question, savoir s'il était assuré. En fait, il ne le savait pas, mais il n'avait pas prévu ce type d'assurance. Et par contre, il devait rentrer en contact. Il n'y avait pas de rançon annoncée, mais seulement il fallait prendre contact par le navigateur Tor avec les hackers pour donner les directives pour payer la rançon. Donc pour cette attaque, on n'a pas eu de rançon déterminée. Par contre, donc ayant tout perdu, il a malgré tout eu recours à un laboratoire dédié à la récupération de données informatiques. Et au bout d'une semaine, il a eu la chance, c'est que ce laboratoire a pu récupérer malgré tout une grosse partie des données. Mais bien souvent, généralement, quand c'est chiffré, c'est perdu. Quand c'est chiffré, si je comprends bien, c'est soit on paye, soit on perd les données qui ont été chiffrées par le ransomware. Alors, des fois, on peut même payer et ne pas récupérer ces fichiers aussi. Ça, c'est la pire des configurations. Mais d'une manière générale, si on ne paye pas, on ne récupère pas. Non. Alors, après, je vous dis, là, dans l'exemple, la chance, c'est que cette famille de ransomware, il y avait eu des entreprises qui avaient travaillé, notamment des éditeurs d'antivirus, qui travaillent sur des correctifs et des systèmes pour récupérer les données, et ils ont pu récupérer la majorité des données qui avaient été chiffrées. Quand on est un chef d'entreprise et qu'on subit une attaque, qu'on l'ait anticipé ou pas, comment on doit réagir, Monsieur Moyal? Quelle est la bonne attitude du chef d'entreprise responsable qui subit une attaque informatique?
Micro. C'est une excellente question, il faut être préparé avant l'attaque. Pourquoi? Tout simplement pour éviter la panique. Le jour où vous avez une attaque, vous êtes vraiment en panique. Hein. Vous déstabilisez complètement votre entreprise. Donc on peut parler, donc il vaut mieux, je vais répondre à votre question, mais il vaut mieux d'abord se dire je vais être attaqué et réfléchir à ce qu'il peut y avoir en situation de crise. Et dans ce cas-là, vous allez considérablement réduire l'impact de la crise lorsqu'elle va être réelle. Là, on parle d'exercices comme des exercices de type incendie, de monter des jeux, hein. On peut même faire ça sous forme de jeu hein, pour imaginer une crise cyber. Donc vous avez des méthodologies pour ça. Maintenant, si vous n'avez pas prévu tout ça, en cas de crise, il y a quelques bons réflexes à avoir. Le premier bon réflexe, c'est déjà de noter tout ce qui se passe. On va expliquer pourquoi. Il faut noter tout ce qui s'est passé, avoir une sorte de main courante pour essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé. La deuxième chose, une autre chose à faire, bien sûr, c'est de s'adresser, si on l'a préalablement identifié, encore une fois, toujours de la prévention, à un prestataire de remédiation. Donc il y a des prestataires de remédiation qui font d'excellent travail. Hein. Si vous n'avez pas de prestataire de remédiation, vous avez une plateforme gouvernementale qui est dédiée aux petites entreprises pour les aider, donc qui s'appelle cyberalliance.gouv.fr, qui peut vous mettre en relation avec un prestataire de proximité. Donc là, c'est vraiment pour, on va dire, éteindre l'incendie. Parallèlement à ça, il ne faut absolument pas... Alors, premier réflexe, c'est également de ne pas couper l'accès à Internet, bien sûr, mais sans éteindre les machines. Pourquoi? Parce que dans les machines, vous pouvez avoir des traces. Vous avez des logs. Il ne faut pas couper, il ne faut pas éteindre les machines, mais il faut les déconnecter d'Internet. Les données qui ont été chiffrées, bien sûr, ne pas s'en débarrasser. Même si on se dit, bon, il y a un virus dedans, je vais m'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que ces données puissent être déchiffrées. Voilà, il y a des clés de chiffrement qui sont utilisées par les rançongiciels qui ne sont pas suffisamment fortes pour qu'il y ait un déchiffrement en 100 ans. Hein. On peut le faire peut-être en moins de temps. Hein. D'un point de vue crypto, on peut y arriver. Si la crypto n'a pas été bien faite hein, en termes de chiffrement, il y a des rançongiciels de mauvaise qualité. Donc, autant en profiter. Des rançongiciels buggés, ça arrive. C'est assez arrivé. Hein. Donc là, on peut avoir la chance d'avoir un rançongiciel buggé. Là aussi, il y a du haut et du bas de gamme. Voilà, exactement. Tout à l'heure, on a parlé d'une industrie, donc il y a du bas de gamme. Hein. Il y a du bas de gamme et ça peut arriver surtout dans des attaques massives, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui sont faites peut-être par des criminels un peu moins organisés. Donc il y a du bas de gamme. Donc, encore une fois, garder ces archives, bien sûr. Ensuite, il y a une approche extrêmement importante, hein, c'est monter une cellule de crise. Monter une cellule de crise, ça n'a l'air de rien, mais je pense que toutes les entreprises, durant le Covid-19, ont monté des cellules de crise, hein, même si elles étaient très légères, hein, même si elles n'ont pas besoin d'être extrêmement organisées. Mais il faut monter une cellule de crise. Pourquoi? Parce que c'est des crises qui dépassent des crises informatiques. On parle d'une crise d'entreprise. Et lorsqu'il faut mesurer l'impact sur l'activité, l'impact financier, communiquer avec les clients, les prestataires, en interne également, ça, c'est pas le directeur informatique ou le responsable sécurité qui va s'en charger. C'est vraiment au niveau du chef d'entreprise ou d'une direction générale au sein de l'entreprise si elle est de taille importante. Donc là, la cellule de crise, c'est pas un vain mot. Elle va bien sûr, la cellule de crise va aussi s'occuper de tout ce qui est plainte. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, pourquoi? D'abord pour, comme on l'a dit, on peut remonter vers des cybercriminels. On remonte vers... On donne aussi un chiffre pour alimenter la cybercriminalité. Se tourner aussi, le cas échéant, vers son assurance. Si vous avez une assurance, les assurances ne sont pas... sont montrées du doigt pour certaines choses, mais notamment pour le paiement des rançongiciels, on peut en parler. Mais l'assurance va également prendre en charge une partie des pertes d'exploitation si vous avez un contrat d'exploitation lié donc, à ce rançongiciel. Elle peut aussi vous orienter vers un prestataire. Donc il y a des assurances qui ont des prestataires de proximité. Donc vous avez des assurances. Et surtout, alors ne pas payer la rançon. Donc ça fait partie des recommandations. Alors, on en a beaucoup parlé. Alors c'est facile à dire, hein, lorsqu'on est à l'ANSSI, c'est facile à dire. Lorsqu'on est devant le fait d'accompli, lorsqu'on a une attaque, et là on ne jette pas la pierre du tout aux entreprises qui payent la rançon, mais on recommande de ne pas payer la rançon, absolument. Pourquoi? Parce que c'est un cercle vertueux pour les cybercriminels, je dirais. Vous alimentez donc le crime organisé, ça encourage ensuite d'autres criminels, cybercriminels à se mettre sur ces marchés,
Et a fortiori, donc plus il y a d'entreprises qui payent, et plus ça devient un marché extrêmement rentable. Donc voilà, pour répondre à votre question. Et bien sûr, je disais en préambule qu'il faut se préparer à la crise. Donc vous avez des guides, vous avez un certain nombre de guides qui sont publiés par l'ANSSI, par la gendarmerie, vous avez des fiches réflexes qui vous expliquent comment se prémunir par rapport donc, à ces attaques par rançongiciel et comment réagir suite à une crise cyber. Et on vous encourage donc à aller donc sur les sites de l'ANSSI pour télécharger ce type d'informations. C'est pas du tout des guides qui sont destinés à des geeks, entre guillemets. Ce sont des guides qui sont écrits, qui sont extrêmement bien compréhensibles. Pour n'en citer qu'un, vous avez un guide qui a été spécifiquement destiné aux TPE-PME, qui répond donc à ces problématiques cyber en 12 questions. Et donc, dans ces 12 questions, vous avez bien sûr la réaction face à une attaque cyber. L'adjudant-chef Quillet l'a rappelé tout à l'heure, les entreprises qui sont attaquées se signalent parfois, mais ne portent pas toujours plainte. Capitaine Pénilon, pourquoi c'est important pour une entreprise de porter plainte, que ce soit auprès de vos services ou auprès de la police, selon la zone où est située l'entreprise ? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, c'est très important de déposer plainte, puisque, comment vous expliquer, le chiffre que je peux vous donner aujourd'hui en gendarmerie, c'est qu'on a un dépôt de plainte pour la zone gendarmerie pour 276 attaques. Ce qui fait qu'au travers, on a 276 attaques cyber qui se sont réalisées. Payées ou pas, on ne le sait pas. Toutefois, on laisse, comme le disait M. Moyal, la main aux cyberattaquants. On laisse la main aux cyberattaquants de manière à leur permettre de continuer à faire leurs œuvres. Alors pourquoi déposer plainte? C'est déjà le premier temps, c'est de permettre à la justice et aux enquêteurs, police, gendarmerie, de pouvoir travailler sur la commission du fait, donc sur l'infraction, permettre au procureur de la République de se saisir de l'infraction et de continuer à œuvrer pour arrêter les cyberattaquants. Et le troisième point, celui qui a soulevé M. Moyal, c'est permettre aux assurances de prendre le relais dès lors où on est assuré. Une assurance ne prendra le relais que s'il y a un dépôt de plainte. Ça, c'est la chose la plus importante. Je vais revenir un petit peu sur les chiffres des rançongiciels que nous avons en gendarmerie. Tout à chacun pense que les rançongiciels, les cyberattaques, se font chez les autres. Notamment, PME, TPE, on pense qu'on est hors du spectre des attaquants. Or, sur l'année 2021, le premier trimestre 2021, nous sommes à 50% des attaques s'adressent à des PME. 18% sont pour les TPE. Les grandes entreprises ne concernent que 11% des attaques. C'est pour vous donner un petit peu le cœur de cible. Vous êtes TPE, PME, le cœur de cible de ces attaques. En moyenne, les rançons qui sont payées, c'est une projection, vont de 500 € à 11 millions d'euros. On estime que par entreprise, on est aux alentours de 260 000 € de paiement de rançon. Donc pour vous donner un petit peu la hauteur du système. Alors comment on peut, si vous me permettez, je continue. Je vous en prie. Comment on peut lutter contre ça? Donc en m'appuyant sur ce qu'a dit M. Moyal, on utilise un triptyque qui est dans les entreprises la gouvernance, la protection et la défense. Qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance, c'est tout simplement une démarche managériale qui va vous permettre de fixer une stratégie en la matière. Il y a des grands principes pour la gouvernance, c'est le principe du risque et l'évaluation du risque. Le principe de la pertinence, à quel moment je dois me positionner sur un système de cybersécurité. Vous avez le principe du comportement, le comportement de l'entreprise, le comportement des collaborateurs, le comportement du chef d'entreprise, le comportement vis-à-vis des clients et ainsi de suite. Vous avez le principe du déploiement et le dernier principe, le principe d'automatisation, sachant qu'en cybersécurité, pour arriver à maximiser sa défense, il faut 90% d'automatisation pour 10% de travail manuel. Ce qui vous laisse un petit peu voir le principe.
Donc, le principe objectif de la gouvernance informatique sont de fournir des stratégies, d'orienter et de guider, et tout ça doit être assuré par un comité de pilotage, souvent que l'on appelle le COPIL. Pour la gouvernance, 2 points essentiels, c'est de définir une politique de sécurité et d'organiser la sécurité. Le deuxième point évoqué, c'est la protection. La protection, en quoi elle consiste? Elle consiste en premier lieu à sécuriser son architecture. L'architecture, c'est tout ce qui correspond à tout ce qui est autour du void, du endpoint, de l'outil informatique. Donc c'est le filaire, c'est le Wi-Fi, c'est tout ça. Le deuxième point, c'est la sécurité liée aux personnes, parce que la cyberattaque passe souvent, et malheureusement, par l'utilisateur. Le troisième point, c'est la gestion et la sécurité des données, le RGPD, la perte de données. Donc, encore une fois, quand nous sommes attaqués, quand une TPE, PME est attaquée, quand on chiffre ces données, automatiquement, c'est considéré comme une perte de données. Ça, c'est très important. Donc, il y a tout un processus à mettre derrière. Un point très, très important dans cette protection, c'est la gestion des identités et des accès. Les droits que vous allez donner à vos collaborateurs de travailler sur votre système informatique. Donc, on ne peut pas développer, ce qui est dommage, parce qu'on pourrait... Et le dernier point, le plus gros point, c'est celui de la défense. La défense, c'est-à-dire que tout ce que nous avons fait en amont n'a pas vraiment fonctionné. Donc, on prépare l'après. Mais dans ce système de défense, le premier point à aborder, quelle que soit l'entreprise, quelles que soient les personnes, c'est la continuité d'activité. On parle souvent, vous entendez tous parler du plan de continuité d'activité. C'est l'un des piliers de votre action en matière TPE-PME pour vous permettre de vous préparer, parce que malheureusement, aujourd'hui, comme le disait Moïse, on doit se préparer à une cyberattaque. On ne doit pas se poser la question de savoir si on va être attaqué, mais plutôt quand. Et qu'est-ce que l'on s'autorise à perdre et jusqu'où on peut aller. À partir du moment où on a pris en compte tout cela, je ne dirais pas qu'on est prêt, mais on est armé pour affronter ce qui va se passer. Et ensuite, un point essentiel que peu d'entreprises, malheureusement, exécutent, c'est l'analyse des risques. C'est un point essentiel. J'en aurais fini pour cette partie-là. Oui, mais on reviendra vers vous assez rapidement. Je voulais m'adresser à M. de Travieso, qui est le président du Club de la sécurité des systèmes d'information régionale, qui est un club qui rassemble des dirigeants et des chefs du service informatique. Comment votre club s'inscrit dans cet écosystème de lutte contre les cyberattaques, et est-ce que le monde de l'entreprise que vous observez à travers ce club on peut dire qu'il est de plus en plus sensibilisé à ces questions-là, Monsieur Travieso? Plusieurs questions, plusieurs réponses. Tout d'abord, le rôle du CLUSIR PACA aujourd'hui, c'est de fédérer, animer et informer les chefs d'entreprise et les professionnels de la cybersécurité sur l'ensemble du territoire régional. À ce jour, nous avons plus de 250 entreprises adhérentes. Nous sommes présents sur 4 territoires qui sont Marseille, bien entendu, Toulon, Nice, Avignon et un territoire en cours d'ouverture sur Gap. La région étant grande, nous devons nous efforcer d'être présents sur l'ensemble du territoire. Alors, comment nous faisons pour exister dans cet écosystème ? Cet écosystème est riche et complexe à la fois parce que 95% des entreprises qui composent ce territoire sont des entreprises de moins de 15 salariés. Et la particularité des chefs d'entreprise de ce type de structure, c'est qu'ils ont très peu de culture sécurité informatique, voire une culture informatique également qui est assez commune et assez moyenne. De fait, le rôle du CLUSIR PACA est donc d'informer ces chefs d'entreprise à travers un certain nombre d'actions qui sont visibles, qui étaient très visibles notamment pendant la période Covid dans laquelle nous sommes toujours et dans laquelle le CLUSIR PACA associé aux différentes institutions qui sont aujourd'hui présentes
a été acteur. Acteur pour aider les entreprises à réagir, acteur pour aider les entreprises justement à prévenir le risque à travers un certain nombre d'actions qui ont été très bien décrites par la gendarmerie. Ceci n'étant pas assez, nous agissons également auprès des institutions pour les aider à définir un plan d'action, et notamment je pense au Conseil régional de Provence, que nous avons assisté pour écrire une feuille de route à destination de l'ensemble des entreprises de la région, pour justement faire en sorte qu'on ait une région plus sécure. On parle de Smart City, au Clusier-Parca, on parle de Smart Région et de Smart Région sécure. Sécure pourquoi? Parce que sans sécurité, vous avez une économie qui est fragile, et si vous avez une économie qui est fragile, vous avez donc des chefs d'entreprise, je dirais, peu enclins à entreprendre, peu enclins à investir. Sachant qu'une des problématiques de la cybersécurité, justement, concerne l'acculturation des chefs d'entreprise à l'investissement en cybersécurité. Un certain nombre d'actions ont été décrites par la gendarmerie ou par l'ANSSI et son référent régional, M. Moïse Moyal, qui démontrent qu'on peut faire des choses. Et j'aurais tendance à dire qu'on peut faire plein de choses et que ce plein de choses ne nécessite pas forcément des investissements trop importants. La société, l'économie dans laquelle nous sommes est numérisée depuis plus de 25 ans. Le Covid-19 a forcé les entreprises à accélérer la transformation numérique en 48 heures. Pourquoi? Parce que l'ensemble des collaborateurs se retrouvant à leur domicile, vous vous doutez bien que d'un point de vue informatique, il y a eu des répercussions. La première répercussion a concerné la sécurité, comment protéger les salariés sur leur lieu de travail alors qu'ils sont dans leur domicile, comment protéger l'entreprise et l'inscrire dans une continuité d'activité. Le tout dans un contexte informatique très difficile parce que les chiffres ont été donnés. On observe aujourd'hui entre 300 et 400% d'augmentation d'attaques. Les chiffres qui ont été donnés sur les dépôts de plaintes sont très significatifs. Une plainte pour 300, de ce que j'ai noté, une plainte pour 300 actes de piratage, vous comprendrez bien que la gendarmerie ou les services étatiques ne pourront pas seuls agir contre la cybercriminalité. Donc, comme le disait très bien le président Jean-Luc Chauvin, que je remercie pour son initiative et son invitation, ça sera avant tout un effort collectif qui permettra de faire en sorte que l'économie régionale ou locale soit de plus en plus sécurisée. Et force est de constater qu'un certain nombre d'actions gratuites existent sur notre territoire, étant portées soit par les CCI, soit par l'ANSSI, soit par la gendarmerie, également par le Clusier-Parca, mais aussi d'autres associations ou institutions qui jouent un rôle, je dirais, dans l'acculturation des chefs d'entreprise. Donc pour finir la réponse à la question, le Clusier-Parca est un club qui existe depuis 25 ans. Nous avons fêté l'année dernière nos 26 ans pour être plus exact, donc vous me direz, nous parlons de sécurité informatique depuis 26 ans en région PACA. Alors c'est un chiffre qui doit vous impressionner, mais pour autant, la cybersécurité, vous en entendez réellement parler depuis entre 5 et 10 ans. Donc au Clusier-Parca, nous serons heureux, bien sûr, de continuer à participer à cette acculturation générale des chefs d'entreprise en association avec les différentes institutions qui nous entourent et pour lesquelles on est très bien positionnés. Merci. Justement, Jean-Luc Chauvin, la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, comment elle s'inscrit dans cet écosystème? Quel rôle entendez-vous lui faire jouer pour participer à cette acculturation des chefs d'entreprise et faire en sorte que l'économie régionale soit moins sensible à ces attaques délétères pour le business? D'abord, le premier rôle, je crois, c'est celui, comment dire, d'être le relais. D'être le relais entre les services
de la gendarmerie, de la police nationale aussi, je crois qu'il y a des équipes spécialisées, de l'ANSSI, donc des organismes publics mis en place par l'État, et les structures existantes telles que le CLUSIR, d'être le relais pour la prise de conscience des entrepreneurs. L'information, la prise de conscience des entrepreneurs, c'est le premier point, c'est essentiel. C'est notre rôle un peu de tiers de confiance, c'est notre rôle de maison des entreprises, c'est notre rôle naturel de lien avec les entreprises. C'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est quoi? En fait, il y a deux cas d'entrepreneurs. Il y a un cas dont on vient de parler, c'est celui qui a été victime de la cyberattaque. Notre job, l'équipe de nos conseillers, le job de nos conseillers, quand une entreprise nous appelle, qu'elle ne sait plus où elle en est, qu'elle ne sait plus qui il faut appeler, qu'elle ne sait plus comment ça marche, c'est de diriger le chef d'entreprise quelque part au bon réflexe. 1, je dépose plainte. 2, je ne paie pas la rançon. 3, ou peut-être 1, je gère avec des spécialistes des plateformes informatiques, peu importe l'ordre, cher Hervé. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que le chef d'entreprise qui est un peu isolé à ce moment-là, qui a parfois peur aussi, qui a peur de quoi? Du coup que s'entraîne, mais aussi de l'image. De l'image avec ses fournisseurs et avec ses clients. De l'image avec ses banquiers. J'ai été piraté dans mon logiciel, j'ai des données de mes fournisseurs bancaires, est-ce qu'elles peuvent être utilisées? Est-ce que ça peut créer des problèmes? Et donc, j'ai les difficultés, j'ai l'entreprise qui est paralysée, j'ai peur de l'image, j'ai peur de disparaître, je me replie. Ben non, pensez que vous avez des équipes qui sont là pour vous accompagner, au rang desquelles les équipes de la Chambre, qui n'ont pas forcément la compétence technique, qu'on comprenne bien, mais qui peuvent rassurer le chef d'entreprise et le diriger vers les différentes solutions que vous avez évoquées, les plateformes. Et surtout, rappelez l'importance, de déposer plainte, une plainte sur 276, quoi. Je veux dire, et encore 276, c'est ce que vous imaginez par rapport à ce que vous savez. Donc c'est par rapport au CIADAN. Donc c'est peut-être encore plus dont on n'a pas l'info. 2, c'est aussi, je dirais, dans ces périodes-là, de rassurer le chef d'entreprise, de l'aider, de lui dire est-ce que vous avez mis en place un comité de pilotage, comment vous avez, tout ce que vous venez de dire, monsieur. Pour moi, il y a un deuxième rôle, c'est le rôle dans le chef d'entreprise avant qu'il soit victime. C'est presque le plus important. C'est les opérations comme aujourd'hui. Parce que finalement, alors, je n'ai pas bien retenu votre phrase, mais en gros, c'est pas quand, mais c'est comment ça va nous arriver, d'accord? Mais le sujet, c'est qu'il faut absolument qu'on se prépare en permanence et absolument qu'on se tienne au courant en permanence, de l'évolution, parce que finalement, l'évolution de la technologie, ce que disait Édith Trabezio tout à l'heure, en 26 ans, c'est plus du tout la même façon d'avoir la cybercriminalité. Donc la seule solution pour nous, et notre rôle de tiers de confiance, c'est de rester en permanence en contact entre les professionnels de la défense de nos entreprises contre la cyberattaque. Messieurs, c'est de vous dont je parle. On est en guerre. Donc, on est en guerre contre un virus informatique. Donc les professionnels de cette guerre, il faut qu'on les mette en contact en permanence avec nos entrepreneurs. Alors, par des réunions comme aujourd'hui, par d'autres types d'éléments. Pourquoi ? Mais parce que ça participe à la prise de conscience. Pourquoi? Parce que ça participe à l'élaboration des bons gestes, ce qu'on appelle les gestes barrières. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que ça participe aussi à la prise de conscience, à l'interrogation, à la mise à niveau. Voilà. Et notamment une chose, on en a un peu parlé, mais pas trop, et il faut impérativement être assuré. Le contrat d'assurance cybercriminalité, c'est pas le vaccin, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne aide, une bonne solution pour prendre en charge des frais supplémentaires d'intervenants spécialisés pour se faire accompagner dans une période difficile. Ça ne veut pas dire qu'on récupérera les données, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, messieurs, mais ça veut dire qu'on sera accompagné, qu'il y aura une prise en charge éventuellement du coût que ça va créer pour l'entreprise. Une entreprise de 15 personnes qui reste à l'arrêt pendant 15 jours ou 10 jours parce qu'elle n'a plus de données, qu'elle ne peut plus rien faire, c'est un coût colossal. Voilà. Donc voilà les sujets. Moi, ce que je peux vous dire, donc en gros, c'est notre rôle, c'est quand le chef d'entreprise est dans la crise, malheureusement, mais c'est aussi en amont, par l'information, la mise en relais, et par peut-être aussi de la formation. J'y reviendrai tout à l'heure, mais par de la formation du chef d'entreprise ou de ses équipes, et par de la formation aussi, ou par de la sensibilisation aussi, de tout l'écosystème. Vous avez parlé des Wi-Fi, vous avez parlé des connexions, et donc de tous les collaborateurs. Indiquer peut-être que ce n'est pas très intelligent de se connecter avec un Wi-Fi qui paraît non sécurisé dans un milieu naturel. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cybercriminalité, de cyberattaque, de ransomware, mais vous avez évoqué l'AMSI quand vous avez commencé, M. Moya, vous avez évoqué l'espionnage.
Et ça, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, mais ça existe. Vous êtes là pour en témoigner. Et ça touche toutes les entreprises un peu innovantes qui ont des brevets, quelle que soit leur taille, là aussi. Donc pour moi, pour finir sur cette partie, un seul numéro à retenir, c'est le numéro du centre d'appel des équipes de la Chambre de commerce, c'est le 04 91 39 34 34. Si vous ne savez pas qu'il faut appeler, appelez-nous et nous on vous aidera à vous mettre en rapport avec les personnes compétentes. On est en contact avec vous, on vous remercie tous messieurs. On vous sollicitera peut-être plus que de mesures, mais pour aider nos entreprises, ça me paraît important. Vous aurez des experts qui répondent à vos questions, qui vous conseillent en toute confidentialité bien sûr, qui vous donneront des bonnes pratiques dans la mesure du possible. Si c'est avant, c'est mieux que si c'est pas après l'attaque. Hein. Et puis surtout qui vous présenteront des outils d'accompagnement et qui vous permettront de ne pas rester seul et caché, parce qu'en fait ça ne résout pas le problème. Plus on est à se dévoiler, plus on donne les moyens à ceux qui luttent dans cette guerre pour nous aider, de trouver les bonnes solutions, de trouver les bons réflexes, de trouver les bons antidotes, vaccins, je vais l'appeler comme ça, dans cette période de crise sanitaire, pour nous aider. Donc voilà quel est le rôle concret qu'on peut avoir. Et encore une fois, on n'a pas attendu cette année, on avait déjà fait quelque chose il y a un an, mais je crois qu'il va falloir qu'on accélère. On est là sur la vraie pandémie du 21e siècle, la pandémie économique du 21e siècle, c'est la cyberattaque. Et la pandémie économique, c'est la pandémie de l'ensemble de nos sociétés. À la fois des collaborateurs du travail, à la fois des systèmes d'information, à la fois des blocages de l'ensemble des structures. Imaginez qu'une attaque d'ampleur sur un système de transport ou autre, on peut bloquer rapidement des systèmes. Je crois que c'est arrivé dans certains pays. Voilà. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. On a un vrai rôle à jouer et c'est vraiment, encore une fois, c'est un rôle collectif tous ensemble pour aider les entreprises. Et puis, franchement, moi, je suis patron de PME. Bon, je paie un informaticien, je ne croyais pas que ça allait m'arriver, quoi. J'ai pas de vraies données super sensibles, je ne voyais pas ce qu'on allait vraiment pouvoir me prendre, enfin je le dis très librement, et j'en ai été victime comme les autres par une vague, comme vous avez dit, de virus envoyés, voilà, massive. Donc je crois qu'on est tous vulnérables, on est tous en danger sans le faire exprès dans ce sujet. C'est le titre de cette table ronde, voilà. Tous concernés. Pour être le plus concret possible, je me mets dans la peau d'un chef d'entreprise, je suis sensibilisé aux questions de vulnérabilité numérique, je suis prêt à faire éventuellement les investissements qui conviennent pour me prémunir. Monsieur Moyal, qu'est-ce que je dois faire pour prévenir le risque, même si en la matière, comme en toute matière, le risque zéro n'existe pas? Quels sont les conseils qu'on peut donner en matière de prévention? Oui, donc par rapport à cette question, je reprendrai le triptyque qui a été voté par la gendarmerie, donc risque, prévention, plan d'action et ensuite gestion de crise. Donc on a vraiment ce triptyque et ce n'est pas un triptyque sur lequel il faut vraiment s'appuyer sur ces trois angles pour avoir une sécurité à 360 degrés. Il ne faut pas se dire j'ai fait beaucoup de prévention donc je suis protégé. Il faut vraiment avoir une démarche d'amélioration continue. Donc depuis la gestion de risque, il faut toujours remettre en question jusqu'à la gestion de crise. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a identifié ces risques, on va savoir qu'est-ce qu'on veut protéger. D'abord, on peut ne pas avoir envie de protéger, on peut vouloir prendre le risque en tant que chef d'entreprise, on peut avoir envie de prendre un risque, mais à partir du moment où on est conscient, on se dit, voilà, moi je suis prêt à avoir une attaque cyber, mais en connaissance de cause. Et ce risque ne doit pas être porté par l'équipe informatique, je répète, c'est un risque de chef d'entreprise. Donc une fois qu'on a dit ça, on a un certain nombre de... Alors nous, on ne parlait pas de gestes barrières, on parle de mesures d'hygiène informatique. C'est de l'hygiène. Et ce sont c'est vraiment de l'hygiène. On a un guide de 42 mesures, c'est un best-seller dans le domaine de la... C'est un guide vraiment... En plus, il est gratuit, donc on invite à le télécharger. Et il y a l'ensemble de de ce triptyque qui est dans ces 42 mesures. Depuis... on ne va pas les détailler toutes, ça prendrait la matinée, mais on a beaucoup parlé de sensibilisation des collaborateurs, ça c'est fondamental, et ça c'est pas le prestataire informatique qui va s'en charger, c'est vraiment au niveau de l'entreprise, c'est au chef d'entreprise de donner le bon exemple, et puis ensuite ça descend, ça y va naturellement.
Donc ça, c'est l'effet ruissellement, hein, lorsque le chef d'entreprise joue ce rôle. Vous avez, alors toujours dans le même ordre d'idée, vous avez de la formation. Alors la formation, en fait, nous on recommande de former un référent cyber. C'est pas forcément quelqu'un qui va faire ça à 100%, il peut faire ça 10% de son temps, mais il faut quelqu'un qui prenne en charge ce sujet. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ça devient de plus en plus spécialisé. Et pour ça, vous avez des petites formations de 3-4 jours en termes de formation continue qui peuvent être proposées par certaines CCI le mettent en œuvre déjà aujourd'hui, qui sont labellisées par l'ANSSI. Et on vous recommande donc d'avoir un référent cyber au niveau de vos entreprises, quelle que soit leur taille. Donc 3-4 jours d'investissement, c'est pas quelque chose, c'est pas pour former à l'informatique, hein, ni devenir des spécialistes, mais c'est pouvoir avoir ce langage, pour pouvoir dialoguer avec des prestataires, pour pouvoir savoir ensuite comment porter plainte éventuellement, pour s'adresser au bon relais, comme on l'a dit précédemment. Ces formations, elles s'adressent à tous les collaborateurs d'une entreprise ou aux gens spécialisés dans l'informatique? Là, on parle d'un référent en termes de cybersécurité. Donc, c'est vraiment la personne à qui on va s'adresser dès qu'on faut parler cyber. Si le chef d'entreprise ne veut pas s'en occuper lui-même, il faut qu'il se décharge vers une personne. Ça peut être le DRH, ça peut être... on peut imaginer... vraiment, il faut trouver quelqu'un. Ensuite, de manière... pour continuer... Donc, là, par rapport à votre question, la sensibilisation, on a un MOOC, il y a des cours en ligne. Donc il y a le MOOC, c'est des cours, donc l'ANSSI a lancé un cours en ligne, mais en termes de contenu, là je cite l'ANSSI parce que je fais partie de cette maison, mais vous avez énormément d'informations. En fait, il ne faut pas réinventer, vous avez beaucoup d'informations, il suffit de les consolider, de trouver celle qui est le plus en phase avec le métier de l'entreprise, et ensuite de dispenser ces sensibilisations. Il n'y a rien à réinventer à ce niveau-là. Ensuite, toujours en termes de bonnes pratiques, hein, je vais je vais donner celles qui sont vraiment évidentes, c'est toujours bien mettre à jour les sauvegardes. Les sauvegardes, on en a parlé. Si on a une attaque par rançongiciel, on n'a pas de sauvegarde. Et des sauvegardes qui sont relativement bien faites, là, on ne peut pas faire grand-chose. Là, voilà, c'est le minimum du minimum, c'est d'avoir des sauvegardes de bonne qualité. Un autre sujet aussi, et ça paraît évident, on le fait tous les jours sur son smartphone, c'est de mettre à jour son logiciel, ses logiciels. Alors ça aussi, c'est pareil. Lorsqu'on est à l'ANSSI, on dit oui, il faut mettre à jour ses logiciels. Après, sur le terrain, c'est difficile, parce que lorsque vous avez un nouveau logiciel qui corrige des bugs informatiques, pour lutter contre des vulnérabilités, il faut bloquer l'entreprise pour faire la mise à jour. Si c'est un centre de production, ça nécessite également un blocage de la production. Donc ça se planifie. C'est pas facile, mais il faut prendre en compte le fait que si on n'a pas mis à jour ces logiciels, on augmente le risque cyber. Donc là, ce que je dis, ce sont des choses qu'on répète à tout bout de champ. Ce sont encore une fois, vous avez cité l'expression gestes barrières, hein, c'est vraiment les gestes barrières numériques à mettre en place et qui vont réduire considérablement le risque. Pourquoi? Parce que ce soit ces rançongiciels par attaque massive ou si vous êtes ciblé, les hackers, ils vont s'adresser aux entreprises les plus vulnérables. Et croyez-moi, il y en a. Donc si ce n'est pas la vôtre, c'est celle d'à côté. Donc autant vous protéger un minimum pour réduire ce risque. Et encore une fois qu'on a mis en place toutes ces mesures de prévention, ça nécessite également, je cesserai de le répéter, de réfléchir donc à cette fameuse gestion de crise dont on a parlé en introduction. Donc vraiment, on est parti aujourd'hui, on a fait un choix un petit peu original par rapport à d'autres webinaires. On est parti par la gestion de crise aujourd'hui, parce qu'on part sur ce qui nous arrive, la scène de crime, entre guillemets, et on essaie de la remonter. Et cette approche, elle est malheureusement aujourd'hui, il y a quelques années, on peut se dire, bon voilà, on n'a pas énormément d'exemples d'attaques. Là aujourd'hui, on part du concret, on part de ce qui se passe, et on remonte vers ce qu'il aurait fallu faire. Et qu'on approche le problème par la fin ou par le début, de toute façon, il faut faire les trois, faut assurer les trois aspects, et donc du fameux triptyque dont a parlé M. Péninon, hein, qui est assez très, très classique, hein, que ce soit dans la sécurité incendie ou dans la sécurité informatique, on a toujours cette gestion de risque, mise en place d'un plan d'action préventif et gestion de crise. Voilà, merci. Merci à vous. Monsieur Travieso, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le CLUSIR existe depuis plus de 25 ans, donc Ouprou, il est né au moment où les entreprises commençaient massivement de se numériser. Est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise ou d'une organisation qui appartient à votre club et qui, sur cette longue durée, a toujours considéré cette question de sécurité informatique comme une question majeure et qu'est-ce qu'elle a fait au fil du temps pour être toujours dans le bon tempo et avec les bons outils pour
se prémunir autant que possible de toute attaque malveillante sur ces systèmes? Un certain nombre d'actions sont entreprises par les entreprises adhérentes du CLUSIR PACA. Je vais essayer de donner une métaphore. Au CLUSIR PACA, on essaie de créer une zone d'entraînement pour les chefs d'entreprise. Vous êtes proche, comme Marseille est une ville proche de la mer et que la natation est très importante, imaginez une piscine avec plusieurs couloirs de nage. À chaque couloir, son niveau. Donc un chef d'entreprise, on essaie de faire en sorte de le faire changer de couloir régulièrement pour qu'il se rende compte de la réalité du bassin dans lequel il évolue, à savoir que le bassin pourrait être l'image de cette économie numérique sans frontières et avec des grandes difficultés pour les institutions pour arriver à équilibrer, je dirais, et assainir cette situation. Le premier exercice, c'est proche de ce qu'on vit avec les enfants. Hein. Ça va consister à pousser un chef d'entreprise dans le bassin. La question, c'est de voir en combien de temps il coule et en combien de temps il arrive à toucher le rivage. Vous vous rendez compte que, en règle générale, 99% des chefs d'entreprise ont besoin d'une assistance en moins de 5 minutes. Donc la priorité absolue aujourd'hui au niveau du CLUSIR PACA, c'est justement de partir de cette fin. Pourquoi il est important de partir de la conséquence? La conséquence demain, c'est que vous pouvez avoir une entreprise qui est bloquée d'un point de vue informatique et donc être dans la difficulté pour travailler. Et ça touche essentiellement dans cette région des entreprises de moins de 15 salariés. Lorsque vous êtes dans cette configuration d'entreprise, il est important de rester dans la réalité. La réalité du chef d'entreprise d'une entreprise de 15 salariés, bien entendu qu'il entend tout ce qui est dit, bien entendu qu'il comprend, mais sa réalité est avant tout commerciale, sa réalité est avant tout sociale, sa réalité est avant tout marketing et communication. La réalité de l'informatique, il faudra encore attendre peut-être certaines évolutions des technologies ou certaines évolutions législatives pour qu'il fasse en sorte de comprendre que son réel moteur aujourd'hui, ce n'est plus le commerce, ce n'est plus la finance, c'est l'informatique. Pourquoi? Parce que si l'informatique ne marche plus, c'est toute l'entreprise qui est en péril. Et de par ce fait-là, le CLUSIR intervient pour répondre à une situation d'urgence qui est comment réagir face à une situation de crise. Je le répète, un certain nombre d'actions sont possibles et imaginables, mais avec du bon sens, parce que contrairement à une grande entreprise ou une grande institution comme la CCI, une entreprise de moins de 15 salariés a une informatique assez basique, assez facilement sécurisable, je dirais, et sans pour autant investir lourdement dans son informatique. Pour terminer, nous travaillons aussi avec un certain nombre de partenaires régionaux pour faire en sorte d'aider les chefs d'entreprise à mieux lutter contre la cybercriminalité. Dernièrement, un centre de veille régional a été créé à Toulon. L'acronyme, c'est CERT. C'est une équipe de veille qui a pour charge, je dirais, d'informer demain les chefs d'entreprise des différentes menaces qui courent sur l'économie numérique de la région. Je vous invite à regarder, vous pouvez aussi vous rendre sur le site du CLUSIR PACA où un certain nombre d'informations et de liens faciliteront, je dirais, l'acculturation des chefs d'entreprise. Et comme le précisait le président Jean-Luc Chauvin, effectivement, aujourd'hui, les entreprises qui se créent rentrent dans un terrain de guerre dans lequel les attaques sont aléatoires. Donc demain, vous êtes ciblé, vous êtes victime, et vous serez victime de guerre. Et comme le disait le directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, une grande entreprise, une belle PME, une ETI qui se fait pirater, vous en entendez parler aux informations, une TPE, une PME qui se fait pirater, c'est un fait divers que vous ne voyez même pas dans les informations. Et dans les statistiques qui vous ont été données, aujourd'hui, ce que vous devez vous rendre compte, c'est qu'il y a malheureusement des scènes de crime que vous ne connaissez pas et qui arrivent à des chefs d'entreprise qui sont juste à côté de vous. La question n'est pas de savoir quand sera votre tour ou si un jour vous serez concerné.
La réponse est surtout de comprendre que vous devez vous pencher sur le sujet pour être prêt demain à réagir dans les meilleures conditions pour que ça impacte le moins l'entreprise et ses salariés. Puisqu'on est sur ce volet de la prévention, il y a aujourd'hui, qu'on soit particulier, PME ou grande entreprise, il y a une offre assez abondante de la part de prestataires de services, qu'il s'agisse d'antivirus, de pare-feu, de différents outils de protection. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une équation clairement posée pour une entreprise de la part de son chiffre d'affaires ou des moyens qu'elle doit consacrer à sa sécurité informatique? Capitaine Pénilon, est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut consacrer comme moyen pour être dans la bonne épure en matière de protection de son système d'information? Alors, il n'y a pas de chiffre vraiment bien établi. En moyenne, on considère que pour une TPE-PME, après il y a les grands groupes, la part moyenne allouée à la lutte contre les cyberattaques, la cybercriminalité, doit évoluer entre 4 et 10% du chiffre d'affaires. C'est le chiffre qui est donné pour vraiment avoir une structure financière qui permette de brosser, comme disait M. Moya, 360 degrés de son potentiel cyber. Après, en rapport de ce qui est payé en rançon en moyenne, on considère que, grosso modo, en 2020, 25% des victimes ont payé en 2020 une rançon qui est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros en France. Donc c'est pour vous donner un petit peu ce ratio. Il appartient au chef d'entreprise, au président de l'entreprise, au directeur, de mettre le curseur au bon endroit et d'évaluer, justement, en s'entourant de professionnels, à quel niveau il veut mettre sa sécurité et quel niveau financier il va devoir investir sur cette sécurité. Oui, parce qu'une attaque, ça peut coûter 10, 20, 30 fois le budget annuel d'une sécurité informatique correcte. Bien sûr, elle sera pas forcément adaptée à la taille de l'entreprise, bien que, même si on a des attaques aléatoires, ceux qui nous attaquent, les cyberattaquants, connaissent l'entreprise. Il faut savoir que lorsque vous avez une attaque par rançongiciel, l'attaque ne se déclare pas à 5 minutes avant que l'on vous ait dit, voilà, vous allez être crypté. On va vous chiffrer vos données, on va vous donner un exemple, on va vous dire, voilà, vous avez la clé, voilà comment vous pouvez décrypter, pour vous montrer qu'ils sont dans le cœur du système. Mais pour être dans le cœur du système, c'est un travail en amont qui peut remonter à 3 ou 4 mois avant l'attaque. Ils sont déjà dans votre système, ils sont déjà en train de travailler. Et ensuite, pour revenir à un état nominal de fonctionnement, malgré la perte de données, malgré la perte financière, on estime le retour à la normale entre 3 et 6 mois après l'attaque. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le... Alors c'est très, très large, ça peut être plus court, mais il faut, sur une cyberattaque, il faut s'attendre à avoir des désagréments pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Forcément, une fragilisation importante de l'entreprise. En règle générale, oui, l'entreprise est très fragilisée, voire même, comme on le disait tout à l'heure, un effet de panique. Même une panique générale. Dernièrement, on a eu une attaque sur un très grand groupe où le président était en panique totale. On a dû l'accompagner justement sur, comme disait Moïse, l'accompagner sur la gestion de crise. Pour poursuivre et conclure sur le volet de la prévention, je vais redonner la parole à Jean-Luc Chauvin, parce qu'en la matière, en matière de prévention, en matière de formation, est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence a des prévisions particulières, a un programme de travail pour les semaines et les mois à venir dans ce domaine-là? Et avant d'éventuellement répondre aux questions qu'auront posées les internautes qui nous suivent depuis leur écran. Écoutez, oui, d'abord, au-delà de cette opération, au-delà de ce qu'on avait fait l'an dernier, donc c'est-à-dire de sensibilisation, on met en place un certain nombre d'actions concrètes pour les entreprises, notamment à travers le Metropolitan Business Act, qui est un peu notre outil qui permet de faire du business aux entreprises sur le territoire, entre elles, petites et grandes, grand donneur d'ordre ou autre, Metropolitan Business Act. Et donc on met en place un certain nombre de formations à travers un pack cybersécurité. Et il y a 3 étapes. La première étape, je m'informe.
c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. La deuxième étape, c'est je me forme, donc je m'informe, sensibilisation, des ateliers un peu plus concrets, un petit peu plus précis, je rentre dans le débat. Deuxième étape, je me forme, des ateliers pratiques, collectifs, inter-entreprises, où je vois peut-être les bons gestes, les bonnes pratiques, puis je discute un peu avec eux aussi, parce que c'est très important ce côté, je discute avec mon copain entrepreneur d'à côté, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. La prise de conscience, la sensibilisation et la formation, ça marche assez bien ensemble. Et puis troisième étape sur ce sujet, je vais oser le truc, c'est je performe, quoi. Je m'informe, je me forme et je performe. Je performe, c'est, oui, je mets en place les outils, vous avez évoqué la cellule de pilotage, le responsable cybercriminalité, je lui fais faire des formations, ou je les fais moi-même, peu importe, spécifiques. Et donc nous allons en décliner un certain nombre dans nos outils. Et puis nous allons aussi pouvoir, pour des spécialistes ou des personnes de niveau orienté, grâce à nos partenaires ici présents, les entreprises sur des niveaux de formation des 3 à 4 jours par an, j'ai bien compris, pour le responsable cyber de l'entreprise, pour le référent cyber de l'entreprise. Voilà. Donc, en matière de formation aussi, je voudrais le dire, d'autres outils de la Chambre, à travers l'école pratique, qui est une école du groupe Chambre de commerce et industrie d'Aix-Marseille-Provence, on a une offre, je dirais, étoffée pour faire de la formation, pour ensuite avoir des personnes plutôt qualifiées, sensibilisées dès leur formation initiale. Donc des Bac plus 2 au Bac plus 5, qui permettent d'acquérir des blocs de compétences en cybersécurité. Bien sûr, il faudra les mettre à jour régulièrement. J'ai bien compris que la guerre, c'est tous les jours un peu un nouveau virus, une nouvelle maladie, une nouvelle intoxication. C'est les variants, voilà, on va les appeler comme ça, les variants. Mais au moins, là, on embauche quelqu'un dans l'entreprise qui a été formé, qui a été sensibilisé dans le cadre de sa formation, de ses études sur le sujet. Et puis enfin, après, comment dire, l'organisation de focus de cybersécurité. Notamment, on fait des Digital Day toutes les années. On en fait un cette année en octobre. Et là, je pense qu'on va accélérer dans ces outils, dans ces opérations de digitalisation des entreprises, tous ces focus sur la cybercriminalité. Et peut-être avec des témoignages aussi, parce que je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui auront envie de témoigner de la solitude qu'elles ont connue, des difficultés qu'elles ont connues, pour pouvoir sensibiliser les autres intervenants. Donc voilà, le triptyque information, formation, performance, voilà, dans le métropolitain des Sacs, les écoles de la Chambre, les opérations aussi comme celle d'aujourd'hui qu'on avait déjà faites et qu'on renouvellera, y compris dans des opérations d'informatique, ce qu'on appelle les Digital Day, de sensibilisation, de rencontres avec nos métiers. C'est, je crois, un moyen d'accompagner nos 134 000 entreprises à se prémunir, à se préparer le mieux possible, à mettre en place des outils pour ne pas être pris au dépourvu pendant ces crises. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait des questions de nos internautes? On ne les voit pas. Ah. Voilà, parce qu'on n'arrive pas trop à la lire. Là. Ah voilà, oui, vous ne les voyez pas, merci. Donc comment faire en tant que TPE-PME pour avoir une idée de sa vulnérabilité? Ah, bonne question. Monsieur Moyal? Donc là, la réponse, elle est assez simple. En fait, vous avez des diagnostics qui sont, même des autodiagnostics qui peuvent être mis en place. Alors, je vais enlever le masque ici. Oui, quand on parle, c'est mieux. Donc vous avez des autodiagnostics qui peuvent être mis en place par une entreprise. La vulnérabilité, elle est facile à quantifier, elle est facile à qualifier. Ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a fait qu'on est conscient de ces vulnérabilités, c'est passer à l'action. Et souvent, c'est ce passage entre la conscience de la vulnérabilité et le passage à l'action qui peut être relativement, qui n'est pas immédiat. Donc il faut, lorsqu'on fait un diagnostic, il faut demander, si vous faites appel à un prestataire, qui vous donne les quick wins, les premières actions à mettre en place par rapport à cette vulnérabilité, et même qui corrige pendant le diagnostic certaines de ces vulnérabilités. Donc pour répondre à la question, vous pouvez faire soit des autodiagnostics, mais dans ce cas-là, vous allez les faire vous-même. Bon, après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut quand même un prestataire. Soit vous faites appel à un prestataire qui va commencer par l'analyse de vulnérabilité, mais ensuite vous proposez un plan d'action.
Et on recommande d'aller plutôt faire cette démarche pour très vite démarrer des actions les moins coûteuses. Il peut y avoir des actions qui coûtent vraiment pas cher à mettre en place. Durcir les mots de passe, par exemple, ça vaut 0 €. C'est juste un mail à ses utilisateurs pour leur dire au lieu d'un mot de passe à 4 chiffres, il vous faut un mot de passe à 12 chiffres avec des lettres et des chiffres. Voilà. Donc c'est un exemple, encore une fois, je simplifie volontairement, mais on peut très facilement avoir une idée de sa vulnérabilité. Une autre question? Est-ce que tous les secteurs d'activité sont touchés? Capitaine Pénillon. J'ose malheureusement dire oui, tous les secteurs, sans exception. On le voit bien, les grandes entreprises, les PME, TPE, on en a des exemples, ceux qui font l'objet de la presse nationale, les services de santé, les services ministériels, enfin, tous les secteurs sont touchés à quelque niveau que ce soit. Personne à l'abri, donc. Personne à l'abri. Ouais. Sur ce point, moi, les exemples ou les remontées que j'ai de terrain, des commerçants peuvent être attaqués. Un commerçant de centre-ville, il suffit qu'il ait un site de vente en ligne, ou il suffit qu'il ait un système informatique pour faire sa compta, ses achats, ses sorties, pour pouvoir être attaqué. Donc tout le monde est concerné, quoi. Y compris les particuliers, d'ailleurs. Y compris les particuliers, bien sûr. Mais donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de secteur d'activité, enfin la question est très intéressante, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de secteur d'activité, quoi. On est tous concernés. Après, on est plus ou moins impactés différemment, mais on est tous concernés sur le logiciel de virement bancaire, on a toutes les possibilités, quoi. Une autre question de nos internautes. Je suis un prestataire dans la cyber qui peut accompagner des entreprises. Comment me faire connaître? Monsieur Travieso. Si vous êtes donc une entreprise prestataire dans la cybersécurité et vous faire connaître auprès des entreprises, il existe un certain nombre d'actions, il existe un certain nombre de labels aussi pour vous rendre le plus visible. Il y a actuellement un label qui est porté par le GIE cybermalveillance.gouv.fr, qui est le label CyberExpert, qui met en lumière, je dirais, des entreprises qui seront en mesure d'aider les entreprises victimes de cybercriminalité. Donc ça, c'est peut-être une première indication. Après, vous avez des clubs professionnels, comme le Clusier PACA, où vous avez aussi des associations numériques, comme Télécom Valley, comme le CIP PACA et Medinsoft, qui peuvent aussi vous aider à vous faire connaître auprès d'un public chef d'entreprise utilisant le numérique. Au niveau du Clusier PACA, nous sommes en train aussi également d'éditer un annuaire des professionnels de la cyber pour, à notre niveau, humble niveau, participer à l'aiguillage des chefs d'entreprise dans les actions qu'ils auront à entreprendre, soit dans un modèle de réponse à incident, typiquement qui appelé en cas de piratage, soit dans un modèle d'accompagnement, un accompagnement, rappelez-vous de l'image que je vous ai donnée sur la piscine et les couloirs de nage. Un chef d'entreprise s'accompagne dans la durée et de manière évolutive par rapport à son chiffre d'affaires. À chaque chiffre d'affaires, un niveau de protection adapté et qui justifie, je dirais, l'accompagnement global sous des images d'hygiène informatique jusqu'à la protection des plus grands secrets du chef d'entreprise. Dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est-à-dire moi, si je suis chef d'entreprise, que j'y connais pas grand-chose en la matière, comment je m'assure que le prestataire qui m'a envoyé une publicité, c'est le bon prestataire pour mon besoin? Là, je viens vous voir aussi, le Clusier, vous êtes capable de me répondre, de m'aiguiller vers le bon prestataire? Alors, ce n'est pas le rôle du Clusier PACA que de dire quel est le bon prestataire ou quel est le mauvais prestataire. La cybersécurité est un domaine encore nouveau dans lequel chaque prestataire va avoir des singularités qui le désignent. Pour autant, on essaie de classifier nos prestataires en fonction de leur capacité d'intervention. Vous avez des prestataires qui peuvent intervenir le week-end, vous avez des prestataires qui ne peuvent pas intervenir le week-end.
Vous avez des prestataires qui parlent en anglais, là où d'autres ont des difficultés. Donc on se limite à ce modèle de classification et on porte notamment durant le Covid-1, si je devais dire ainsi, la première période de confinement, nous avons monté une task force qui justement répondait à ces chefs d'entreprise victimes pour les aiguiller vers le bon prestataire. Aujourd'hui, il existe d'autres classifications, telles que celle portée par l'ANSSI, qui va flécher des prestataires plus enclins à intervenir dans un modèle réglementaire, en quelque sorte. Mais je vais laisser peut-être Moïse Moyal. Oui, Monsieur Moyal, vous complétez? Oui, donc en fait, vous avez soulevé un problème extrêmement intéressant, c'est comment faire confiance donc, à un prestataire cyber lorsqu'on est un chef d'entreprise. Donc effectivement, il y a des labels. Cybermayence.gouv.fr, c'est une plateforme étatique. C'est un groupement d'intérêt professionnel dans lequel les CCI font partie de ce groupement d'intérêt professionnel. C'est l'État et le privé, donc le public et le privé qui ont créé ce label. C'est un label qui monte en puissance et donc on espère que petit à petit, il y aura plus de prestataires qui seront référencés. Donc ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'assurance vis-à-vis de ce prestataire, puisqu'en plus il est audité par l'AFNOR avant d'être labellisé. On encourage justement les têtes de réseau d'orienter des prestataires informatiques vers ce label. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On n'encourage pas à réinventer un label au niveau régional, au niveau départemental, parce que ça peut coûter relativement cher. Voilà, donc en fait, en ce qui concerne les prestataires, ce que je pouvais dire, après, il y a énormément, vous avez parlé de communication entre les chefs d'entreprise. Vous avez créé le MBA, et bien effectivement, il faut que les chefs d'entreprise entre eux, leurs référents, si elles ont un référent informé, discutent, échangent sur les prestataires, comme le font aujourd'hui les grandes entreprises. Les grandes RSSI communiquent entre eux au niveau d'associations. Il faut le faire aussi au niveau départemental, régional. Et puis on partage l'information et on échange sur la qualité d'un prestataire. Voilà. Il y a une autre question ? On a peut-être le temps d'en prendre une autre, oui, avant la conclusion. Y a-t-il eu des attaques d'institutions en PACA? On l'a dit oui. Les attaques arrivent-elles essentiellement par mail? Ça, c'est une bonne question. L'adjudant-chef Quillet ou le capitaine Pellinon? Voilà. Je vais prendre la main, après peut-être l'adjudant-chef Quillet. Alors, est-ce qu'on peut revoir la question? Parce qu'on va la prendre, elle était en deux temps. Voilà, les attaques arrivent-elles essentiellement par mail? Y a-t-il eu des attaques d'institutions en PACA? Effectivement, il y en a eu. On en a eu connu, il n'y a pas très longtemps, ne serait-ce que la mairie de Marseille, qui a fait grand bruit l'année dernière. Au moment des élections municipales. Au moment des élections municipales. Donc, pas trop s'étendre. Oui, il y a des attaques d'institutions en PACA. Les attaques arrivent-elles essentiellement par mail? On va dire que oui, c'est la grande majorité, mais pas seulement. L'attaque a besoin d'un support pour rentrer dans votre système. Donc souvent, ça va être un phishing, un mail envoyé à un collaborateur qui va ouvrir la pièce jointe sans se faire attention. Donc ça, c'est une hygiène. Encore une fois, on est dans l'hygiène des actions et des réactions de tout à chacun. C'est le collaborateur. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Les attaques, elles surviennent aussi lorsque on travaille avec du matériel obsolète, l'obsolescence des matériels. Donc notamment, dernièrement, sur un audit que j'ai eu à faire, je suis tombé sur une entreprise qui venait de se doter de plus de 2000 ordinateurs neufs pour le télétravail. Et parmi ces presque 3000 ordinateurs, 24 étaient en Windows 7. Donc une porte ouverte, mais une grande porte ouverte aux attaques informatiques, puisque plus soutenu par Microsoft depuis janvier 2020, et lorsqu'on s'en est aperçu, nous étions en mars 2021. Donc voilà, ce n'est pas que par les mails, mais c'est principalement par les courriels que les attaques arrivent. Monsieur Travieso, vous aviez un complément? Alors pour compléter justement les propos de la gendarmerie, effectivement aujourd'hui l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que toutes les attaques arrivent par email. Beaucoup d'attaques aujourd'hui arrivent par email parce que l'attaque numéro 1 concerne le ransomware et qui utilise le mail comme vecteur de propagation. À partir de ce postulat, il faut comprendre qu'il existe d'autres attaques. Il faut comprendre que les entreprises aujourd'hui mélangent un usage professionnel et un usage personnel, que de fait ça apporte d'autres vecteurs et d'autres portes d'entrée
en termes d'attaque. Exemple numéro 1, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fourmillent aujourd'hui d'un certain nombre d'individus qui cherchent par ce biais-là à s'introduire dans une entreprise. Ça, c'est un vecteur d'attaque qui est très utilisé entre midi et 2, du lundi au vendredi. Pourquoi? Parce que le collaborateur est dans l'entreprise ou dans l'environnement de l'entreprise, il est dans son temps de pause, et dans son temps de pause, que fait un collaborateur sur son lieu de travail? Assez régulièrement, vu qu'il ne peut plus trop papoter avec ses collaborateurs, il va papoter avec d'autres interlocuteurs sur les réseaux sociaux. De là, un grand niveau d'attention doit être apporté, parce que justement sur les scénarios d'espionnage tels qu'exprimés par M. Moyal de l'ANSSI en préambule à son intervention, l'espionnage ne va pas chercher à crypter toutes vos données pour vous demander une rançon. Il va chercher à rentrer par une petite porte, à se mettre en mode d'écoute et à faire en sorte de récupérer les informations qu'il le souhaite. Vous voyez bien que pour ça, l'usage des réseaux sociaux est bien plus pertinent. Là où le deuxième vecteur, un autre exemple de vecteur d'attaque, c'est le collaborateur qui est visé directement. Donc le collaborateur qui est visé directement, il va être visé par un cybercriminel qui va utiliser le mail comme un moyen de communication et plus comme un moyen d'infection. Là, je pense tout particulièrement aux attaques de faux virements, on appelle ça les attaques FOVI, F-O-V-I, je vous invite à chercher. Mais dans ce type d'attaque, on se rend compte que la personne, le cybercriminel, utilise très peu de moyens techniques pour dérober un bien à l'entreprise. Le bien qui est concerné, ce sont des finances, ce sont des montants assez importants, et on se rend compte donc que les mails ne sont pas exploités, les réseaux sociaux ne sont pas exploités, et c'est la négligence du collaborateur ou la tromperie sur le collaborateur qui va être mise en œuvre par des scénarios d'ingénierie sociale. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait également parler du site internet qui peut être attaqué dans le but d'infecter, de se servir du site internet à l'insu des propriétaires, à l'insu de l'entreprise qui possède le site internet, mais pour infecter l'ensemble des internautes qui se rendront sur ce site internet et se servir donc d'une entreprise pour propager son propre virus. Les exemples sont nombreux, l'attention doit être totale, sans pour autant rentrer dans une espèce de paranoïa. Comprenez qu'aujourd'hui, il est devenu indispensable pour protéger vos entreprises d'agir à un niveau qui vous ressemble. Pour autant, l'inaction sera le principal handicap de l'avenir de votre entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Travieso. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Nous espérons que nous avons répondu à l'essentiel de vos questions. Pour conclure, je vais repasser la parole à l'organisateur, celui qui nous invite, Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie, ex-Marseille-Provence. C'est à vous, cher Jean-Luc. Merci Hervé, merci à tous, merci à nos intervenants de nous avoir délivré leur expertise, d'avoir partagé aussi des peut-être bonnes pratiques à mettre en place ou des pistes en tout cas pour nous tous. J'espère que cette conférence vous aura donné des éclairages que vous souhaitiez, que vous attendiez sur les sujets de la cybercriminalité quelque part ou de la cybersécurité, et d'autre part vous permettra d'adopter une politique de prévention et de sécurité de vos systèmes d'information. Moi, je retiens particulièrement l'idée de la personne dédiée à la formation, parce que, enfin, à l'information du système, vous avez exactement mis là en place le doigt du référent cybercriminalité qu'on peut mettre en place dans toutes nos entreprises. Et si j'ai bien compris, c'est très peu de temps, parce qu'un peu de formation, un peu d'information, 3-4 jours par an, finalement, par rapport au risque, c'est rien du tout. Voilà. Je voudrais aussi évoquer un point, c'est que finalement, pour nous tous, on l'a bien compris ce matin, la cybercriminalité n'est pas une question qui concerne que les services informatiques, vous avez dit, c'est avant tout une décision managériale. Ce sont avant tout les managers, les dirigeants d'entreprise
qui doivent prendre la décision et pas le service informatique, lui qui va plutôt l'appliquer, l'utiliser, mettre en place les outils. Et donc ça intéresse tous les dirigeants, mais aussi tous les collaborateurs. Et je veux insister là-dessus, vous avez parlé de, comment dire, d'éveiller par formation et information nos collaborateurs à ces pratiques. Et le dernier exemple qui vient d'être pris par Élie Travisio du CLUSIR, la pratique entre midi et 2, quand on s'ennuie un peu, il faut bien le reconnaître, par ces modes de confinement ou des réseaux sociaux dans l'entreprise, risque supplémentaire. Donc c'est bien tous ensemble, avec tous les collaborateurs, une sensibilisation de tous les collaborateurs qui doit être faite pour protéger nos entreprises. Voilà, je compte sur vous donc pour agir. Si vous étiez présent, en tout cas, c'est que vous étiez sensibilisés. Mais je compte aussi sur vous pour expliquer aux autres partenaires, amis, entrepreneurs autour de vous que vous agissez. Presque, je dirais, une idée qui me vient comme ça. Et si on crée un label des entreprises protégées ou des entreprises qui se protègent. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas être infecté, mais c'est comme ceux qui ont vous savez, le passeport, là, le passeport de « j'ai été vacciné », ben, le passeport de « je suis sensibilisé ». Grosso modo, ça pourrait peut-être donner envie à d'autres, par mes connaissances ou autres, peut-être d'y rentrer. Je dis ça, peut-être ça sera repris par l'un d'entre nous, mais une sorte de... Voilà. Vous avez compris aussi qu'il y a des outils disponibles gratuitement pour vous aider. On a parlé de votre guide de l'AMSI, on a parlé de différents sujets, de petits tests informatiques à faire. On a parlé aussi de ce que peut votre chambre de commerce vous accompagner, vous aider, vous diriger vers les partenaires. Et on a parlé de formation et information de nos équipes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Moi, ce que je peux dire en conclusion, c'est qu'il en va de la préservation de nos entreprises et de nos business. Moi, je crois qu'il faut vraiment le poser comme ça. Et plus largement, de notre tissu économique, que de savoir se protéger. J'ai bien compris, malheureusement, qu'a priori, il n'y avait pas de protection 100% totale efficace. Même avec le vaccin, on peut attraper la Covid. Donc, même avec le vaccin, on peut choper le virus. Mais peut-être que ça sera moins fort, ça sera moins important. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Vous tous ce matin. Donc voilà, je vous rappelle qu'on est là avec les autres acteurs pour vous accompagner, pour poursuivre et vous répondre, qu'on va faire à nouveau d'autres opérations. Je voudrais très chaleureusement remercier la gendarmerie, l'AMSI et le CLUSIR d'avoir participé ce matin à cette réunion d'information, éveil, prise de conscience pour nous tous. Et on ne manquera pas de vous solliciter à nouveau, messieurs, vous tous, pour nous aider. Voilà, merci à vous, bonne matinée, bon travail et surtout... bonne mise en route de votre réflexion pour la sécurisation de nos systèmes. C'est hyper important. C'est aussi important qu'un process pour produire un produit ou pour vendre un produit. C'est l'essence même de nos business qui est menacée. Allez, je compte sur vous. Bonne matinée. Au revoir.